Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans votre émission Vous êtes formidable, émission qui met en lumière nos pépites et talents bretons. Notre pépite du jour s'appelle Pierre Jacobs. Bonjour Pierre Jacobs. Bonjour. Vous êtes directeur d'Orange Grand Ouest. Vous avez fait vos premiers pas il y a maintenant 6 ans dans notre région. On peut le dire clairement, vous êtes adopté. Alors on va tenter d'en savoir plus. On va parler évidemment télécommunications avec Orange, mais on parlera aussi de vos passions comme le cyclisme et l'art contemporain. Et vous êtes entouré ce matin de Lisa Ferrer, PDG de Kirae, start-up qui valorise de manière originale les soft skills, parce que le soft skills, c'est très important dans le monde de l'entreprise. Très important, oui. Et Florent Paumel, vous êtes directeur de la Galerie d'Art Oniris à Rennes. Et Emmanuel Pencalette, votre projet va sûrement surprendre notre chef d'entreprise. On n'en dit pas plus, la suite dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour à tous les quatre. Alors Pierre Jacobs, vous avez pris vos fonctions à la direction d'Orange Ouest le 1er janvier 2016. Alors on a un petit souvenir, une petite photo. On va regarder cet article de Ouest France. Alors cette photo d'intronisation, petit sourire pincé, regard très sérieux, c'était le début d'une grande aventure. C'était le début d'une grande aventure. Alors oui, on voit qu'on vieillit en presque 6 ans. J'étais très heureux de venir là. C'était une grande aventure. Alors je connaissais déjà Orange depuis quelques années, puisque ça fait plus de 22 ans que je suis à l'intérieur de cette entreprise, France Télécom Orange. Mais j'arrivais. Je venais de m'installer aussi avec ma famille à Rennes le 31 décembre 2015, vous voyez, j'ai encore précisément la date. Et alors je ne sais pas si c'est le fait d'être dans un bureau et de faire un peu une photo de circonstance qui me rendait un peu crispé ou le challenge, j'allais dire le défi aussi qu'il y avait à relever parce que voilà, il y avait... C'était une région qui a grandi depuis encore, mais avec près de 12 000 salariés, donc j'avais conscience aussi d'avoir une grande responsabilité sociale et économique. Et comme dans ces hauts postes, le changement de ville a été radical aussi. Ça se fait en quelques jours, un peu comme dans les films. En quelques semaines, on va dire. Ouais. Voilà. Mais moi, j'avoue que j'ai changé, et j'ai eu cette chance chez Orange, à plusieurs reprises de métier. J'ai travaillé dans le domaine financier chez Orange, j'ai travaillé dans le domaine de la relation client, dans le domaine technique, dans la distribution, et aussi de géographie, puisque je travaillais dans l'Est de la France, dans le Nord, à Lille, à Paris, sur tout le territoire. Et donc pour moi, ça fait partie de la règle du jeu, et qui est aussi important pour nous, cadres supérieurs dirigeants, de changer de contexte, de changer de salariés, de s'habituer à autre chose pour continuer à grandir et à essayer de faire grandir aussi les personnes dont on a la responsabilité. Et est-ce que c'est facile de s'intégrer dans une région à la forte identité ? Alors, déjà, quand on a une identité, c'est comme quand on a une personnalité. Ça attire, on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, je trouve que tout ce qui a de la personnalité et de l'identité, c'est forcément attractif et on cherche à comprendre ce qui a façonné ça. Alors, c'est vrai que la Bretagne, je pense que c'est un cas pas unique en France, mais j'allais dire avec les Corses, avec les Basques, c'est certainement là où il y a l'identité la plus forte. Donc on cherche à savoir pourquoi. Alors on sait, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des territoires. Quand on est dans une entreprise comme Orange, il faut aimer les personnes et puis aussi les territoires dans lesquels on évolue. Donc tout le territoire français. L'histoire de la Bretagne, une région pauvre qui s'est construite, qui a trouvé des débouchés dans l'agriculture, dans l'industrie. On en reparlera dans les télécoms, dans la technologie. On se dit qu'il y a eu un ressort particulier avec de grands entrepreneurs. Et ce que j'ai vu, et puis aussi, moi, ce que j'aime, c'est la possibilité d'une île de faire autre chose. On est au bord de la mer, il y a des îles partout. Et la possibilité d'une île, c'est aussi la possibilité de s'en sortir et de faire autre chose. Et ce qui m'a marqué, chez les Bretons, c'est 2 choses au départ. C'est des solidarités très fortes, même quand on n'a pas forcément des accointances, une sensibilité politique, économique qui est la même. Sur des grands projets, on est solidaires et on réussit. Ça, c'est vraiment très fort pour moi. Et la deuxième chose, j'ai trouvé que c'était la tolérance et l'ouverture. C'est une région où on est très bien accueillis. Voilà, je venais de l'extérieur et où il suffit d'être dans la rue, d'aller dans un café. On voit des jeunes, des vieux, des gens modestes avec des personnes riches. Il n'y a aucun anti-parisianisme et ça, c'est plaisant. Et justement, qu'est-ce que vous avez embrassé de cette identité que vous n'auriez pas imaginée il y a 6 ans ? Alors déjà, moi je trouve une altérité, une identité forte, c'est une altérité, autre chose. Et j'ai toujours été curieux de l'altérité, mais là une altérité aussi de personnalité, de talent, de fierté aussi. Ça, je le comprends, ça le façonne et ça m'a donné encore davantage les conditions de faire confiance aux autres et de se dire, cette personne, elle en a envie, elle a de la personnalité, il faut lui donner sa chance, il faut lui donner ce don de s'exprimer. Pour moi, ça c'est vraiment très fort. Et puis aussi l'idée qu'on peut être en échec
et tout le monde a le droit d'échouer. Et j'ai même changé, j'allais dire, en 6 ans, je pense qu'on a le devoir d'échouer aussi pour rebondir. Et il y a quelque part ce ressort qui dit que si on ne réussit pas du premier coup, on a toujours l'espérance de réussir du deuxième coup. Et justement, on va évoquer aussi dans un instant votre parcours. Mais d'abord, on va aller retrouver Evan qui s'est rendu ce matin chez Orange. Et oui, tout en haut d'un poteau téléphonique à une fontaine. Waouh, à 15 mètres de haut, on a une belle vue, hein. Regardez, je me lâche. C'était une blague, évidemment, on est au sol. Je suis à la base des techniciens du 35 d'Orange à Saint-Jacques-de-la-Lande, à côté de l'aéroport. Et on va parler technique avec toi, Jenny. Salut. Bonjour. Alors, tu es technicienne et justement, ça va nous permettre de parler aussi de la volonté du groupe Orange et de Pierre de féminiser les métiers au sein du groupe. Et déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quel est ton quotidien en tant que technicienne ? Alors, mon quotidien en tant que technicienne, je réalise des dépannages, je suis là pour assurer la maintenance du réseau. En cas de gros orages, de grosses pannes, on est mobilisé également. Je fais aussi du déploiement d'offres dans les entreprises. Bref, en tout cas, c'est un métier qui n'est absolument pas routinier du tout. Oui, visiblement. Alors, si ma grand-mère nous regarde, donc si tu as un problème de boxe, je te donnerai le numéro de Jenny. Non. Oui, non, vaut mieux pas. Alors, si vous avez déjà vu ces boîtiers en haut des poteaux téléphoniques, en fait, ici, c'est un site école où les techniciennes apprennent à leur métier. Et donc, c'était l'occasion de vous montrer ce qu'il y avait un petit peu à l'intérieur. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, par exemple, c'est un boîtier de raccordement qui fait le lien entre souvent 2 gros câbles de cuivre. Et par exemple, ici, nous avons 56 clients. Alors fictifs ici, puisque c'est un point école. Mais quand vous les croisez, ces boîtiers dans la nature, ceux-là sont plutôt en bas du poteau, et là on a 56 clients de branchés. Ceux-ci sont plutôt situés, eux, en haut des poteaux. Donc là on l'a ramené à hauteur d'homme, effectivement, pour pouvoir apprendre. Et là, par exemple, on voit que nous avons 3 abonnés qui sont raccordés ici. Donc c'est un point de coupure. Bon bah voilà, mamie, je te débranche Internet. Voilà, tant pis pour toi. Bon, Jenny, c'est assez difficile à croire, mais tu n'as pas toujours été technicienne, avant tu travaillais dans le tourisme. Tout à fait. Jusqu'il y a environ 5 ans, je travaillais dans le tourisme, dans une grosse structure d'hébergement touristique. Donc j'ai un cursus plutôt littéraire, j'ai un BTS tourisme trilingue, donc, effectivement, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce monde-là. Et j'ai opéré à un moment donné une reconversion professionnelle, un changement de cap, un virage à 360 degrés, carrément. Et puis, ma foi, ça s'est avéré payant. Et alors, cette reconversion, elle a aussi eu lieu, tiens, tu vas venir dans la lumière, on ne te voit pas, grâce au RH d'Orange qui œuvre pour la féminisation. Et Sandrine va nous rejoindre pour en parler. Bonjour Sandrine, tu peux te mettre là. Bonjour. Alors explique-nous comment est-ce que Orange fait pour aller, entre guillemets, séduire des femmes pour intégrer des équipes plutôt quand même masculines au niveau des techniciens. Qu'il était totalement depuis 2014. C'est-à-dire que nous avons commencé en 2014 à lancer justement la féminisation, prendre vraiment ce sujet en main, par des classes en fait totalement construites en partenariat avec l'UT de Saint-Malo. On a quand même mis 84 femmes dans ce dispositif et on a même abouti à des CDI dont fait partie Jenny. Et c'est vrai que côté reconversion, on avait des profils prothésistes ongulaires, on avait assistante EHPAD, toi dans la restauration. Et puis on a surtout pris vraiment le point de vigilance sur la partie technique, la capacité technique à apprendre et puis la capacité à évoluer chez nous. Mais est-ce que tu étais geek un petit peu avant ? Tu avais quand même une appétence pour... Alors geek non, j'étais pas joueuse en ligne, etc. Par contre, une certaine appétence quand même à jouer un peu les Sherlock Holmes. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui tombait en panne, souvent on me disait tiens regarde, je ne trouvais pas forcément, voilà, mais par contre j'aimais bien un petit peu chercher. Et c'est vrai que il faut avoir cette envie-là de curiosité, cette curiosité-là pour trouver un petit peu comment ça marche en fait tout ce réseau. Justement, on va continuer à découvrir un petit peu ton quotidien et la politique aussi RH d'Orange pour l'emploi des femmes dans ces métiers techniques. On en reparle tout à l'heure. Ma grand-mère me dit dans l'oreillette que sa box est en panne à cause de ce que j'ai fait, donc on va voir si on peut réparer. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On parlait de geek. Alors, est-ce que Pierre Jacob, vous étiez un geek avant de vous lancer dans la télécommunication ? Je pense que j'ai toujours aimé la technologie et l'innovation, on va dire. Mais finalement, un geek, j'étais beaucoup plus concentré sur les livres et le savoir et la culture et les cartes géographiques quand j'étais petit que les jeux vidéo, comme c'était dit tout à l'heure. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer et de comprendre comment les choses fonctionnent, ce qu'est l'innovation. Et en fait, dans mon rôle après, quand je suis rentré
à France Télécom. J'ai rapidement été manager et mon rôle, c'était de comprendre ce que faisaient les collaborateurs, ce qu'on pouvait innover. C'est pas de faire à leur place, on fait toujours moins bien que ses collaborateurs. Donc cette appétence, cette curiosité, oui. Un geek, je pense que ce serait excessif de le dire, voilà. Alors c'est vrai que votre arrivée en Bretagne, elle a été très remarquée. Ce qui saute aux yeux, comme c'est votre CV qui est absolument brillant. Lycée Henri IV, Sciences Po, École supérieure de télécommunications, master à Paris Dauphine. Est-ce que ce métier, c'était clair pour vous que vous alliez un jour prendre un poste à haute responsabilité, ou vous dites non, ça a été vraiment un coup de chance aussi? Déjà, la vie, c'est du travail et des opportunités. Alors parfois, il y a des moments où c'est beaucoup de travail, parfois il y a peu d'opportunités, à d'autres moments on a des chances et des rencontres. Est-ce que j'étais fait pour faire ce que je fais aujourd'hui dans l'entreprise? Je ne le pense pas. Moi déjà, je suis issu d'une famille dans l'éducation nationale, dans la fonction publique. J'ai été élevé, je passais toutes mes vacances, mes deux grands-mères étaient institutrices, vous imaginez, et puis mes parents étaient aussi dans l'éducation nationale. J'ai été plutôt dans un monde de la culture, avec une ouverture la plus large possible. J'aimais l'histoire, la géographie, les arts plastiques. Tout à l'heure. Et ça, c'était, j'allais dire, ce qui devait m'emmener presque à devenir prof d'histoire, par exemple. Et puis, j'ai eu cette rencontre avec l'entreprise, en m'intéressant au domaine des télécommunications, et je me suis dit, et je me suis testé rapidement au début en tant que manager, et quelqu'un m'a aussi donné cette chance, parce que gérer des hommes et des femmes, de voir comment on les motivait, on donnait de l'optimisme, on était en anticipation, c'est ça qui m'a intéressé. Et puis voilà, 22 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc c'est vraiment des opportunités et de la chance. Voilà. C'est un parcours inspirant pour vous, Lisa Ferrer, en tant que jeune génération qui fait ses premiers pas dans l'entreprise depuis quelques années? Forcément, c'est inspirant parce que ce que ça dit, c'est que nos études et notre milieu ne conditionnent pas forcément la suite de notre parcours professionnel. Et moi, j'ai aussi un parcours un peu sinueux. Je suis aussi passée par la fonction publique et je suis aussi issue d'une famille plutôt dans la fonction publique et dans la culture. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et je gère une start-up qui fait du jeu vidéo et des neurosciences. Donc c'est sûr que je crois beaucoup au fait qu'on se construise son parcours, que les opportunités nous aident à ouvrir des portes, mais qu'ensuite on peut faire cette construction. Et justement, vous faites partie du réseau Femmes Entrepreneurs d'Orange. Qu'est-ce que vous devez à cette entreprise aujourd'hui? D'être là. Non, mais oui, ça a été beaucoup d'opportunités. En fait, moi, j'ai rejoint le programme en janvier. Et tout de suite, ça a été source d'opportunités déjà parce que c'est une ouverture à l'expertise d'Orange et notamment au réseau humain d'expertise d'Orange. Donc, tous les métiers, que ce soit les métiers de la communication, que ce soit des experts plus techniques. On a pu bénéficier, par exemple, des services du Orange 5G Lab et donc, du coup, avoir vraiment cette avant-première aussi sur des technologies du futur. Et puis, ça nous a ouvert des portes, on en parlait. On a pu par exemple aller à Vivatech cet été. Vivatech, c'est quand même le grand salon de l'innovation européen et c'est grâce à Orange qu'on y est allé. Vous n'avez pas dit une chose, c'est votre talent aussi qui fait la différence, parce que vous avez développé une application qui s'appelle Kirae. Oui. Alors c'est les soft skills, vous allez nous expliquer un peu en quoi ça consiste. En fait, on est parti d'un constat, c'est que on est dans un monde qui change. 85% des métiers de demain n'existent pas encore. C'est pas vous que je vais l'apprendre chez Orange. Et donc dans ce contexte-là, ça veut dire que oui, certes, nos compétences métiers, elles ont leur importance, notre cœur d'expertise, mais que du coup, on va être tous amenés à changer de carrière à un moment, et que dans ce contexte-là, ce sont les soft skills, donc les compétences transverses, qui prennent une importance particulière. Sauf qu'il existe assez peu d'outils pour les objectiver et pour accompagner les gens à capitaliser dessus, notamment des personnes qui peuvent avoir des parcours un peu fracturés, qui peuvent avoir des parcours professionnels qui ne sont pas linéaires et qui ont du mal, du coup, à mettre en valeur ces compétences-là auprès de recruteurs. C'est un vrai enjeu pour la jeune génération, cette dimension du soft skills qui, parfois, en France en tout cas, a du mal à s'implanter, disons. Je pense que c'est un très grand enjeu puisque, j'allais dire, la formation académique en France a un peu mis de côté tout le reste. Et donc, on avait des formations très académiques, où on arrivait à acquérir des connaissances, des compétences techniques, et puis on rentrait dans la vie professionnelle, pas forcément préparés, et je trouve qu'on les a négligés dans les éléments de formation, et les entreprises qui se sont rendues compte que c'est ce qui faisait la différence, n'avaient pas forcément les outils pour les détecter, et puis ensuite les développer, les améliorer, et voire aller jusqu'à une certification, les reconnaître comme une compétence clé en fait pour occuper un métier. Donc pour moi c'est tout à fait
j'allais dire, stratégique pour l'avenir des Et entreprises. je crois que c'est l'heure de la petite démo quand même. Est-ce que vous connaissiez l'application Crae, Pierre Alors, Jacobs? Je sais ce qu'on en fait parce que on travaille ensemble comme c'est une femme entrepreneuse Orange depuis quelques mois, mais je ne l'ai jamais testé. On va la tester tout de suite, Lisa. Donc vous pouvez nous expliquer en même temps comment ça marche. Alors du coup, chez Kirae, on utilise 2 outils qui sont le jeu Alors, vidéo Pierre, je vous en prie. Ah, et je les prends la neurosciences. Alors si je parle pendant que Pierre joue, ça va pas l'aider à faire un score. On va Mais il va le tester faire quand ici même parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. Allez, c'est parti. Ici, on va tester du coup la concentration. Donc chez Kirae, on est allé chercher des mécaniques issues des neurosciences. Allez-y, Pierre. On les retranscrit sous forme de jeux vidéo pour permettre à chacun à la fois d'identifier ses points forts, ses points faibles, se positionner sur ces compétences-là. Et puis ensuite, on a un effet d'entraînement cognitif. Donc le fait de jouer régulièrement avec Kirae va pouvoir permettre de mobiliser justement les réseaux neuronaux qui sont en lien avec ces compétences et donc de les développer. Florent Paumel, Emmanuel Pencalette, les soft skills, c'est quelque chose qui vous parle? Bah, c'est à tenter. C'est à tenter. Ouais, voilà, moi je jouerais bien. Alors, il en est où, Pierre Jacobs? Le score? Alors, un score de concentration 57, ce qui est déjà bien compte tenu du fait qu'on soit sur un plateau télé et qu'on discute en même temps à côté. Et c'est quoi l'atout du jeu vidéo finalement? Passer par ce billet-là, Lisa? L'idée du jeu, c'est vraiment de mettre en action la compétence. C'est-à-dire que la plupart des outils qu'on a, ce sont des outils qui passent sous forme de questionnaires écrits. Donc on est dans une forme de réflexivité sur la compétence. Et donc forcément, c'est un regard qu'on a sur nous-mêmes qui n'est pas toujours objectif. On a tous des biais sur nous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le jeu, c'est vraiment la mise en œuvre de la compétence. Donc ce qu'on vient tester, c'est vraiment cette mise en application concrète. Et puis le jeu, c'est l'humain aime le jeu. L'humain, le vivant. Est-ce que Pierre Jacobs aime le jeu vidéo? Alors moi, bizarrement, parce que ma génération a commencé à beaucoup jouer, j'étais pas un grand joueur de jeux vidéo. Je jouais à d'autres jeux, mais peu aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, tout le monde joue. C'est un phénomène générationnel et qui touche les hommes, les femmes. Souvent, ça a été un peu genré à un moment donné, mais maintenant tout le monde le fait. Et je pense que c'est très intéressant de voir cognitivement ce que ça peut représenter, l'aider. Et puis c'est très novateur. Donc franchement, on applaudit et je suis sûr qu'il va y avoir une très belle vie pour cette entreprise Kirae, pour Lisa. On va continuer à en parler. Petit détour direction Saint-Jacques-de-la-Lande où il va rendre visite aujourd'hui aux salariés d'Orange. Et on va vous présenter, tiens-toi bien Enfante, en exclusivité mondiale, la toute nouvelle box Orange qui va sortir dans quelques semaines. Attention, révélation, et 3615 France 3. Ah, bah ça marche pas, c'est parce que c'était pas branché en fait. Bon, c'est pas grave. Allez hop. On en trouve plein d'entités comme ça ici dans ce centre des techniciens à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et Philippe, tu es manager des techniciens Orange ici. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de mixer les équipes, qu'il n'y ait pas que des hommes? C'est important parce qu'on parle de diversité. L'intérêt de la diversité, c'est d'apporter des regards différents, d'apporter des savoir-faire différents. Et puis, on le voit bien tout à l'heure, Jenny vous a parlé de son expérience. On voit bien que le fait d'avoir une expérience autre que purement télécom, ça apporte quelque chose de plus. Ça apporte une envie, ça apporte une solidarité aussi des équipes, puisqu'on voit bien que la solidarité, c'est quelque chose de fort chez Orange et fort dans les équipes techniques. Et nos collaborateurs ont à cœur de bien accueillir nos collaboratrices, et donc c'est aussi une valeur importante. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que les techniciens sont souvent seuls en intervention, Exactement. mais ont toute une armée de collègues disponibles autour d'eux. Exactement, parce qu'on travaille sur un territoire en local, donc il y a de la proximité. Et c'est important de pouvoir s'appuyer sur son collègue, soit pour les soutiens, soit pour une problématique particulière, parce qu'on rencontre des choses très diverses, et c'est une valeur importante. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Philippe, on va maintenant aller voir Jenny. Je vous avais promis de vous montrer des box. Alors, on va voir des box. Parce que dans cette boîte, il y a d'autres boîtes. Oui. En fait, on ne le sait pas forcément, mais toutes nos box Internet sont recyclées. Oui, tout à fait. On les récupère, elles sont nettoyées, elles sont, si elles le peuvent, elles sont réutilisées. Donc il y a effectivement un cercle. Et la toute dernière box, d'ailleurs, la box 5, elle est entièrement recyclable. Comment est-ce qu'elle s'est passée ta formation, puisque tu nous disais tout à l'heure, tu n'étais pas du tout dans le secteur de la télécommunication, mais du tourisme. Oui. Comment tu as été formée? Et puis, comment tu as été accompagnée? Parce que tout quitter pour changer de métier, c'est pas simple. Alors, c'était effectivement très challengeant. Donc, moi, j'ai été accueillie dans un cursus en alternance pendant 1 an, donc avec des cours et également de la pratique sur le terrain. Donc, j'ai été accueillie dans l'équipe avec
Donc une équipe essentiellement masculine, Oui. Ma foi avec beaucoup de bienveillance. Effectivement, il y a une volonté de transmission. On le sent bien que les plus anciens, on va dire, ont volonté de transmettre leur métier à ceux qui arrivent, pas seulement les femmes d'ailleurs, que ce soit hommes ou femmes. Et puis, quand on a besoin effectivement d'un petit coup de main, on a un collègue à proximité. Et l'inverse est vrai. Hein. Moi, je peux avoir besoin à un moment donné de deux biscottos un peu plus costauds que les miens. Et puis, un autre collègue va m'appeler pour autre chose. Voilà. Oui, C'est un jeu d'échange. Comment ça se passe, le fait de travailler avec des hommes au quotidien? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. Tant mieux. Oui, non, vraiment, ça se passe super bien. Et les clients, quel regard ils ont quand ils voient une technicienne? Ils s'y attendent peut-être pas forcément. Alors, ils s'y attendent pas en général. Dans 99,9% des cas, c'est très très bien accueilli. Je dirais que ça peut apaiser certaines situations quelquefois. Ça suscite aussi de la curiosité. On me demande en général ce que j'ai fait pour faire ce métier-là. Donc, il y a une vraie curiosité, et puis souvent les gens du coup regardent ce qu'on est en train de faire et s'intéressent du coup au métier parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une femme l'exercer. Et puis surtout, vous êtes une vraie personne alors qu'on peut souvent avoir des gens par téléphone. Là, ça fait plaisir. On va continuer à en parler parce qu'on n'a déjà plus le temps. Merci Jenny. On se retrouve dans une poignée de minutes. Vous allez voir que le métier de technicien et technicienne chez Orange, c'est aussi la porte ouverte sur plein d'événements trop cool, la route du Rhum, le Tour de France. Et on aura aussi plein de choses à vous dire sur le recrutement chez Orange. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Alors Pierre Jacobs, on parlait des soft skills, de ce qui est invisible, disons. C'est aussi pour cela que vous appréciez l'art. Vous nous avez dit en préparant cette interview, l'art contemporain, quel pont vous faites entre management déjà, les arts, et c'est l'art. très large. Donc on ne peut jamais être spécialiste de tout, mais c'est vrai que j'aime la littérature, j'aime l'art en général et pas seulement l'art contemporain. Ce que je trouve vraiment essentiel, c'est que ça nous pousse à la curiosité. Je parlais d'altérité tout à l'heure. C'est s'ouvrir, regarder les choses d'un angle qu'on n'a pas l'habitude de regarder tous les jours, comprendre la démarche d'un artiste. J'aime l'art qu'on appelle parfois conceptuel parce qu'il y a à la fois, il y a à la fois un choc esthétique et puis il y a à la fois une réflexion derrière, une démarche. Et donc je pense que ça nous enrichit. Et je le dis, parfois je pense que pour être un bon manager, il faut être ouvert au monde. Et donc pour être ouvert au monde, il faut aimer la culture. Mais la culture, c'est la musique, le cinéma, c'est beaucoup d'autres choses. Et il m'arrive d'ailleurs, quand je voyais des collaborateurs qui étaient parfois dans des moments où ils n'arrivent plus ou à anticiper ou à dépasser une difficulté, je les ai fois pris par le bras pour les emmener dans une galerie ou dans une exposition pour voir le monde différemment, les ressourcer et repartir différemment. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est un lien assez original entre management et art contemporain quand même. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est surprenant pour vous d'entendre ça ? Non, parce qu'en fait, autour de l'art contemporain, justement, il y a beaucoup de clichés sur la fréquentation des galeries. En fait, on est un lieu d'exposition avant tout, qui est ouvert à tout le monde, aux étudiants, aux gens qui achètent, aux gens qui ne font que regarder. C'est un lieu ouvert vraiment gratuitement. Dans la période actuelle, il n'y a même pas besoin de passe sanitaire. C'est un détail important. Non, depuis 35 ans à Rennes, les expositions se succèdent à la galerie et on a accueilli un public très très varié. Et justement, vous dites... Oui, je vous en prie. Alors je dis, c'est vraiment une galerie formidable. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que vous la fréquentez ? Oui, je la fréquente. La galerie Oniris, elle a fêté cet été avec une très belle exposition ses 35 ans. C'est vraiment une galerie qui a une renommée nationale et internationale. Et puis, il y a des artistes que j'aime et que je suis parfois depuis 20 ans et que je collectionne aussi un peu à mon niveau, comme François Morlet, qui est un artiste qui est né à Cholet. C'est un peu l'abstraction géométrique. C'est à la fois quelque chose de très réfléchi, très conceptuel. Et puis, parfois, il parlait d'hasard ordonné et avec beaucoup d'humour. Et François Morlet, ça a été la première exposition de la galerie Oniris il y a 35 ans. Et puis, il y a d'autres artistes comme Alain Clément, comme Claude Viala, que j'adore aussi. Et donc, c'est vrai que j'y passe souvent. On peut farfouiller. On voit aussi, contrairement à un musée, on peut aller voir ce qui n'est pas exposé. Et on peut découvrir l'œuvre, l'apprécier. Et ça, c'est vraiment formidable. Et c'est vrai qu'il faut quelqu'un initie pour rentrer dans une galerie d'art. Mais une galerie d'art, c'est une entrée libre, c'est gratuit. Et donc, on peut profiter d'œuvres magistrales sans payer son ticket. Est-ce que vous diriez que ce sont vos parents qui ont contribué aussi à cette ouverture culturelle ?
à une curiosité. D'accord. J'allais dire, je pense que j'ai la chance, dans un milieu d'enseignants, d'avoir des personnes qui ne m'ont pas dit tu dois aimer telle ou telle chose, ou tu es un littéraire ou un scientifique. J'étais un peu des deux. Donc, parce que vos parents étaient instituteurs. Voilà, c'était pas clivant, mais c'était une ouverture au monde. Après, on les saisit, on les saisit pas, c'est sa personnalité, mais de donner des clés d'entrée et donc de ne pas avoir finalement trop d'inhibition pour aller vers des mondes qu'on connaît moins bien. C'est vrai que Florent Paumelle, parfois on peut avoir peur d'entrer dans une galerie, peur de ne pas avoir le standing, de ne rien comprendre. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui, comme moi, en fait, finalement, je n'ose pas parfois y aller parce que j'ai peur? Simplement, d'abord, c'est ouvert à tous. Ouais. En effet, le lieu est gratuit, comme l'a précisé Pierre. C'est des expositions qui se renouvellent à peu près toutes les 6 à 8 semaines, avec une programmation à l'année, des expositions d'artistes que vous retrouverez pour la plupart dans les musées, musées rennais, mais également nationaux, internationaux. Donc on est sur un niveau d'artistes qui est de premier plan. Et c'est vrai qu'à Rennes, d'une façon générale, on a une profusion de lieux d'art contemporain qui défendent différents aspects de l'art contemporain dans leurs différents médiums et j'entends parler à la Criée, le Frac Bretagne, l'Endroit Édition, 40 mètres cubes. Il y a énormément de lieux qui sont accessibles à tous, gratuitement, avec une programmation riche. Et là-dessus, l'art contemporain à Rennes est très très bien. Et d'ailleurs, souvent on sous-estime la part de l'art contemporain dans l'économie de notre région. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'art contemporain, c'est plein de petits maillons invisibles, à commencer par les artistes, qui sont leurs propres employeurs. Et nous, au niveau, par exemple, des galeries, on fait partie du maillon économique qui permet de rendre accessibles les œuvres, puisque quand on visite une exposition, par exemple, en musée, on ne peut pas acheter les œuvres. Alors on va basculer maintenant dans une autre dimension, Pierre Jacob, si vous voulez bien. En préparant cette émission, on s'est dit que ce serait un petit projet, un projet de film qui pourrait vous plaire, parce que je crois que vous avez voulu aussi devenir prof d'histoire à un moment donné. Un film assez atypique, un film original, ça s'appelle Mission E.T. et il est question d'histoire, d'espace, de la Bretagne évidemment. Et c'est d'ailleurs vous qui montrez ce film, s'il voit un jour, à Emmanuel. Oui, et il est aussi question beaucoup d'altérité. Voilà, parce que c'est un film en fait de Marie-Elia. Moi, je suis monteuse images et j'accompagne Marie qui a beaucoup travaillé sur la mémoire du travail, des femmes, la place des femmes également. Et c'est un film qui est constitué d'images d'archives de la Cinémathèque de Bretagne exclusivement, qui collecte depuis 30 ans des films amateurs. Beaucoup, enfin semi-professionnels, professionnels, mais amateurs. Et donc Marie a fait le pari de réaliser un film avec toutes ces images à la destination de l'autre. Et l'autre, c'est carrément l'extraterrestre. Si on envoyait des images dans l'espace de la Bretagne, qu'est-ce qu'on dirait de nous ? Donc voilà, donc on allait piocher dans les 27 000 films qui sont déposés à la Cinémathèque de Bretagne et on construit un espèce un mouvement. Un film, c'est une expérience en fait, parce que beaucoup de films sont muets. Donc on fait une création sonore autour de ça et c'est un voyage dans l'histoire, dans à peu près 80 ans d'histoire. Réaction de Pierre Jacob, s'il fallait y penser, l'histoire bretonne propulsée dans l'espace avec toute la derrière mémoire. L'originalité, la créativité en fait de l'artiste, c'est forcément un parti pris que je trouve intéressant et j'espère que je pourrai le découvrir avec plaisir. Et ça me fait penser aussi la transmission, c'est-à-dire innover, créer. Il faut connaître son histoire. J'ai dit que j'aimais l'histoire en général, l'histoire de France, du monde, mais même dans une entreprise, on a besoin de connaître son histoire, connaître les parcours des personnes pour savoir rebondir et changer, innover pour l'avenir. Je pense qu'il ne faut jamais négliger cet aspect-là et c'est ce qui réunit le plus de monde en plus de ça. Quand parfois on parle de difficulté à faire vivre, une collectivité à faire vivre, le vivre ensemble, je pense que remettre de l'histoire, remettre le lien avec la terre, son terroir, la ville où on est né, où ses parents ou parfois ses grands-parents sont nés, etc., c'est absolument essentiel pour se projeter vers l'avenir. Donc ça, je trouve cette idée formidable. Oui, c'est vraiment le projet de Marie. Il y a quelque chose dans ces images, même réalisées par des cinéastes amateurs, qui sont totalement intemporels, en fait. Les films de famille, voilà, ce plaisir-là. L'album photo, le film de famille. Voilà, on sort la caméra, en général, dans les moments heureux de la vie, les mariages, les communions, la plage. Donc, il y a des choses très sensuelles aussi dans le rapport au territoire, à l'eau, et puis de là où on vient. Vous parliez tout à l'heure d'une région qui s'est industrialisée. On le voit par ces images, en fait, sans y mettre de discours, mais on voit un monde disparaître et un autre
autre apparaître. Se réinventer Voilà, aussi. se réinventer. Donc évidemment, on aurait pu faire, je sais pas, 1000 films avec ces mêmes images. Voilà, c'est aussi le regard de Marie, moi qui l'accompagne dans ce travail. Mais en tout cas, effectivement, on ne désespère pas de l'envoyer dans l'espace. Justement, comment vous allez faire? C'est la question que tout le monde se pose. Vous avez déjà quelques pistes? Alors, c'est Marie et Olivier Bourbillon, le producteur, qui s'en occupe. Moi, je m'occupe déjà de la narration, parce que c'est un gros travail d'écriture, en montage. Mais oui, ils sont en contact avec différentes startups. Donc là, pour l'instant, il y avait quelque chose qui ne convainquait pas beaucoup Marie, c'est de mettre une clé USB dans un caisson. Mais est-ce que les extraterrestres vont l'ouvrir? Voilà, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Il faut savoir que vous êtes en plein campagne de financement participatif sur la plateforme Kengo. Il reste d'ailleurs 4 000 € pour boucler votre projet. Tout à fait. Donc pour toutes les infos, rendez-vous sur kengo.bzh.fr. Prochain contributeur, Pierre Jacobs, évidemment. Mais, en tout cas, l'histoire me plaît. J'irai voir sur la plateforme, effectivement, surtout que je trouve qu'on n'est pas loin de pouvoir le réaliser et que c'est essentiel aussi de participer à ces projets collectifs. Projets collectifs et originaux. Allez, on marque une pause. Direction Saint-Jacques-de-la-Lande pour aller retrouver Evan qui s'est rendu dans les locaux d'Orange et qui est en train de... Pas facile, hein. Pas facile le métier de technicien chez Orange. J'essaye d'apprendre, mais j'ai toujours été nul en physique. Qu'est-ce que tu fais là, Jenny? Eh bien là, je suis typiquement en train de reconnecter un client avec ce qu'on appelle une tête à poussoir. Voilà. Et c'est l'avantage de ce site ici à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est un site école, donc il y a des centrales. Des installations écoles, on va Voilà, dire. et des poteaux où on était tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères faire dans ton métier de technicienne? Alors, l'alliance de deux choses. L'alliance du contact avec les gens, parce que c'est un élément essentiel quand même de notre métier. Et puis, la partie technique, où on apprend des choses tous les jours. On travaille dehors, on travaille dedans. Voilà, donc vraiment... Très polyvalent. C'est très polyvalent, pardon. Et effectivement, c'est le mélange de tout ça qui fait que c'est aussi savoureux. Et puis, vous avez aussi des petits moments, des petites pépites. Vous travaillez, par exemple, sur des gros événements. Oui, tout à fait. Régulièrement, ça arrive. Alors, moi qui suis dans l'équipe de Saint-Malo, on a eu l'occasion de travailler sur la dernière route du Rhum. Donc c'est très exaltant, très fatigant. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Si on rate le grand départ. C'est ça, mais c'est aussi très satisfaisant une fois que l'événement est terminé et qu'on souffle et que tout s'est bien passé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors, il y a une petite anecdote quand on parle de justement être technicienne dans un milieu principalement masculin. Oui. C'est par rapport aux uniformes Orange qui ont dû être adaptés aux femmes. Eh bien oui, parce qu'effectivement, on amène nos différences, etc. Et c'est vrai qu'il a fallu adapter les vêtements de travail qui n'étaient clairement pas coupés pour tailler pour les femmes. Donc voilà, effectivement, ça fait partie des petites choses. Des petits chantiers à faire. Tout à Alors, fait. on va continuer à en parler avec Sandrine, que tu peux nous rejoindre, Sandrine. Donc si vous nous rejoignez, Sandrine travaille aux ressources humaines d'Orange pour la partie technicien. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de la féminisation au sein d'Orange en Bretagne? Est-ce que ça concerne déjà que la partie technique? Alors non, donc je vous parlais tout à l'heure des classes. Donc on a fait des classes pour les techniciennes, dont fait partie Jenny, mais également des chargées d'études. Donc c'est des personnes qui vont étudier notre réseau pour voir la capacité, la redimensionner. Et on a aussi créé des femmes, des classes femmes pour ce métier-là. Donc on a trouvé sur les deux domaines. Et puis on va, je disais tout à l'heure, chercher en seconde à parler de nos métiers pour démystifier la difficulté de nos métiers. Dans les classes de seconde. Donc, directement, pendant 3 ans, on accompagne des jeunes femmes. Et des jeunes femmes, il y en a eu 100 comme ça qu'on a contacté. Ce dispositif est exclusivement pour la Bretagne. On cherche à l'étendre sur Pays de Loire, Normandie. Et est-ce que vous essayez aussi de tout faire pour les faire évoluer, leur proposer plein d'autres secteurs Oui, tout à fait. On a créé des parcours, en fait, on appelle ça chez nous parcours au féminin. Et l'ambition, c'est leur démontrer qu'elles ont la capacité à prendre des responsabilités, parce que notre ambition à travers nos accords générationnels, c'est de faire en sorte que les femmes atteignent aussi des postes à responsabilité sur des postes de management, voire de cadres dirigeants. Et donc la fierté qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir 28% de taux de féminisation atteint en l'espace de 7 ans sur des métiers uniquement dédiés aux interventions clients. Donc, et au final, parce que là on parle que des femmes, mais vous n'êtes pas anti-hommes? Non, je crois que ça fait partie des choses. On recrute toujours des hommes, mais c'est vrai que les candidatures sont moindres. Et donc, à compétences égales, voilà, une femme, on va vraiment pouvoir valoriser ça. Mais les hommes sont bienvenus. D'ailleurs, on a un site qui s'appelle Orange Jobs et qui est dédié au recrutement, autant pour l'alternance que les CDI, les CDD. Donc, tout le monde est bienvenu. On vous invite à y aller si vous êtes intéressé. En tout cas, merci pour cette découverte. J'en suis presque à souhaiter que ma box Orange tombe en panne pour rencontrer les équipes techniques d'Orange. Merci en tout cas. Merci. Ah oui, carrément. Allez,
À demain, Evan. Alors, prochaine étape, on parlait de féminisation avec Evan. Un jour, la personne qui vous remplacera sera peut-être une femme. Oui, mais j'ai remplacé une femme, moi, Ouais, qui occupait mon poste auparavant. Et il y a des femmes aux responsabilités. Il faut faire entrer des femmes dans un domaine où elles se sentaient exclues. Vous avez vu tous les efforts que nous avons faits ces dernières années pour avoir 30 à 40% des techniciens qui sont des techniciennes entrés dans l'entreprise. Et puis, il faut leur donner envie. Chacun a ses ambitions, a envie d'évoluer, de changer de métier. Il faut une égalité des chances entre les hommes et les femmes. Et donc oui, il faut que des femmes soient aux responsabilités, soient patronnes. Et moi, je me réjouirais qu'une femme me remplace alors que j'ai remplacé une autre femme. C'est la normalité. Voilà. Alors, on a un petit clin d'œil à quelqu'un qui a tenu à vous adresser un petit message, un de vos amis. On va regarder. J'ai perdu de vue Pierre depuis quelque temps, mais j'ai eu la chance de le croiser professionnellement à de nombreuses reprises. Et j'ai toujours été fasciné par toutes les facettes de cet homme, qui est un homme de passion. Passion pour les arts, passion pour les territoires, où il a toujours été très investi, que ce soit Paris, la Lorraine ou le Grand Ouest, dont il est aujourd'hui le premier ambassadeur. Passion pour la vie de la cité, avec des engagements politiques, associatifs. Passion aujourd'hui aussi pour sa famille qui grandit, en sachant qu'il y a une passion qu'il n'a jamais réussi à avoir, c'est celle des coiffeurs. Alors et Lionel, que je salue, que je connais depuis longtemps et qui me connaît un peu, il travaille chez Orange, on ne peut pas avoir la passion de tout, en fait. Et le domaine de la culture et des passions est tellement large qu'on doit de temps en temps, pour des questions d'emploi du temps, abandonner certains combats. Je fréquente quand même les coiffeurs quelques fois dans l'année, mais pas toutes les semaines. Et ça fait partie de ma personnalité, je vais dire aussi. Mais c'est vrai, ce qui est vrai dans ce qui est dit, qui est beaucoup trop élogieux, et je suis surtout le fruit des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont permis d'être ce que je suis. Mais ce qui est vrai, passion, j'ai besoin d'aller au fond des choses. J'adore les territoires, les personnes, etc. J'ai besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comprendre leur histoire. Voilà, je ne sais pas faire les choses à moitié ou faire semblant. Voilà. En tout cas, vous n'avez pas attendu d'être en Bretagne pour être passionné par le cyclisme. On va regarder une petite photo assez sympathique de vous sur un vélo. Pourquoi ce sport compte autant pour vous ? Ah oui, là, je ne sais pas qui vous a ressorti, mais vous voyez, le maillot Renault, là, ça devait être dans les années 80. Alors, la Bretagne est une terre de vélo, donc j'étais très contre depuis très longtemps. Le vélo, déjà, j'ai été initié par mon papa. On a souvent une passion avec son papa. Alors, il ne m'a pas obligé, puis j'avais certainement pas le talent d'être un cycliste professionnel, mais en tout cas, il m'a initié très rapidement, à 5-6 ans, à faire du vélo. Et j'y vois deux choses essentielles. On ne le voit pas, mais c'est à la fois une aventure collective. On a besoin, quand on sort en équipe, le jour où on n'est pas bien, où il y a du vent de face, c'est très bien d'avoir un collègue, un ami qui est devant et qui permet de se protéger un peu. Donc c'est une aventure collective et c'est aussi un sport individuel. Et un sport individuel où on est dans la réflexion, parfois dans l'introspection, puisqu'on passe des heures sur le vélo avec soi-même et on réfléchit parfois au lendemain et à sa journée professionnelle, à ses prochaines vacances. Et ça, c'est aussi un moment où on se retrouve avec soi-même. Et puis, je terminerai, c'est certainement avec la natation, le sport qui est le moins traumatisant pour les articulations, qui est bon pour le cœur. Et donc, je conseille à tout le monde d'en faire. On en fait de plus en plus dans les villes. On en fait beaucoup en Bretagne. Souvent, vous ? Allez-y. J'en fais pas assez. Du temps, J'en fais pas assez, mais je profite des moments de vacances, je profite des moments où je peux remettre le cuissard et repartir sur la route avec grand plaisir. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, puisqu'on arrive au terme de cette émission, que vous vous sentez breton ? Est-ce que vous avez été frappé par la Braise Touch ? Oui, pour tout ce que je disais au début, par son attachement, le fait qu'on appartient à, quelque part, on participe à une aventure collective qui est au-delà de soi-même, de son équipe, de l'entreprise pour laquelle on travaille. J'ai le sentiment que j'ai essayé de contribuer, à travers l'aménagement numérique du territoire, à travers les personnes que j'ai rencontrées, de participer à ce mouvement en Bretagne. J'ai aussi une de mes filles qui est née à Rennes, à l'hôpital Sud, donc j'aurai toujours cette attache. Elle n'a pas besoin d'avoir... elle a son passeport breton, à vie. Et donc j'aurai une attache à vie avec la Bretagne. Parce que vous allez certainement devoir quitter à un moment donné la Bretagne, la mort dans l'âme. Il est probable que dans une grande entreprise, un jour, on me propose autre chose. J'y reviendrai, on y revient toujours en Bretagne. Les Bretons vont parfois travailler des dizaines d'années à l'autre bout du monde, ils y reviennent. Moi, j'ai le sentiment que j'aurai toujours envie d'y revenir et que je n'oublierai jamais cette période que j'ai vécue en Bretagne. Quelle belle déclaration d'amour. Merci beaucoup Pierre Jacobs de vous être livré à nos côtés. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Alors, on a un petit rituel, la photo de classe, parce que vous faites maintenant partie de la famille, vous êtes formidable. Donc, on fait un selfie. Enfin, un selfie, non, une photo normale. Je vous remercie nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin. Je vous dis à demain. Et puis nous, ce sera l'heure de la petite photo. Alors, donc je l'allume. Parti ? C'est parti. Si j'enlève. Alors, ça marche jamais ce truc.
Ouais, mais je n'y arrive pas. Mais j'appuie fort, mais ça marche pas. Non, je sais pas, enfin, on va arrêter peut-être parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. On va en inventer une autre photo là. Non, ça marche pas. Et on peut la mettre en différé en fait. Oui, vous inquiétez pas.